Bonjour tout le monde et bienvenue à Urgence économique. C'est officiel, le nouveau programme d'aide au logement entrera en vigueur officiellement le 1er janvier 2024. Les deux mesures phares qui caractérisent le dit programme sont les deux aides qui vont être apportées directement aux acquéreurs. La première concerne les acquéreurs de logements dont le prix sera inférieur à 300 000 dirhams et ils pourront bénéficier d'une aide directe de 100 000 dirhams. Pour la deuxième catégorie, c'est-à-dire les logements dont le prix varie entre 300 000 et 700 000 dirhams, pourront bénéficier également d'une aide directe de 70 000 dirhams. Alors si la nouvelle a été bien accueillie par tous les acteurs du secteur, en allant des promoteurs jusqu'aux architectes, en passant par toutes les structures intermédiaires, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a un ensemble de défis à relever si l'on veut que ce programme devienne une réussite. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un invité que vous connaissez tous, Rachid Boufous. Bonjour. Bonjour, c'est Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes architecte, un passionné d'histoire, auteur du... Chronique du Détroit. Chronique du Détroit, Voilà. pardon. D'ailleurs, je viens de rejeter un coup d'œil. Tu as eu la gentillesse de me l'offrir. Donc, Chronique du Détroit. Mais aujourd'hui, on va parler de toute autre chose, pas de roman historique ni Tout de à fait. dystopie, mais Tout de à la fait. réalité Tout à fait. avec ses bons et ses mauvais côtés. Alors, première question, ce nouveau programme, Oui. si je vous demandais de me donner un avis global, Oui. qu'est-ce que vous en pensez? À Écoutez, part qu'il est bien, ça tout le monde a dit que c'est une bonne nouvelle, mais oui, ben je partage cet avis aussi. Oui. Je suis de ceux qui disent que c'est un excellent programme. Aujourd'hui, il a le mérite d'exister. Il vient à point nommé depuis plusieurs années que les gouvernements successifs ont échafaudé des programmes d'aide directe. C'est la première fois qu'on passe à l'acte. Depuis très longtemps, moi, j'appelle à l'aide directe pour les acquéreurs et pas simplement pour les promoteurs. C'est une très bonne chose aujourd'hui. parce qu'on a déjà connu une aide aux promoteurs, c'est-à-dire par une défiscalisation. Tout à fait. Pendant une vingtaine d'années, le programme s'est arrêté en début 2021. Hein. Les conventions défiscalisées sont à l'arrêt aujourd'hui. Et depuis ce temps, il n'y avait rien d'autre pour répondre à la forte demande de plus en plus croissante des ménages, notamment des ménages des classes moyennes, pour acquérir Tout à un fait. Là, logement. par contre, c'est vraiment une rupture. C'est la à première fait. fois que la classe moyenne va profiter. Tout à fait, tout à fait. Et pour la première tranche dont vous avez parlé, de l'aide de 100 000 dirhams pour des logements de 300 000 et moins, c'est une aide inédite de l'ordre de 30%. Donc c'est Quasiment le tiers. C'est comme si on finançait au fait l'apport des gens qui voudraient acheter un logement et qui voudraient avoir un crédit. Donc c'est une excellente chose. Et pour le second volet, la deuxième tranche de 70 000 dirhams d'un logement entre 300 000 et 700 000, c'est aussi une excellente chose. J'aurais aimé qu'on puisse l'étendre même jusqu'à 1 million de dirhams, parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans la classe moyenne, 1 million de dirhams. Voilà, jusqu'à 1 million 200, on est toujours dans les structures de prix qui visent les logements des classes moyennes. Et j'aurais aimé, peut-être que c'est dans une autre phase, peut-être que ce programme, et je pense qu'il sera de toutes les façons une réussite, quelle que soit la donnée. Bon, maintenant, toujours est-il qu'il faut, bien sûr, qu'on sache un peu plus en détail comment il va être financé, mais je pense que ça sera un succès parce que c'est une forte demande aujourd'hui émanant des Marocains. C'est de l'ordre d'à peu près 100 000 unités par an. Ça va quand même demander une enveloppe de l'ordre d'à peu près 1 milliard de dollars. Hein, tout à fait, on a parlé 10 milliards de dirhams. Ouais, de 9 milliards 500 millions. Voilà, c'est à peu près ça, 1 milliard de dollars par an à mobiliser tous les ans sur 5 ans. Parce que la demande est là, elle est à peu près de 100 000 logements par an pour les classes, bien sûr, inférieures et pour les classes moyennes. D'accord. Donc il y a la question maintenant des défis. C'est-à-dire, premièrement, il y a le financement, vous avez commencé par l'aborder. Parce qu'effectivement, 1 milliard de dollars par an, il faudra l'ajouter également aux autres besoins par rapport à la reconstruction de l'house, qui peut-être entrera dans ce programme-là. Il y a également la question de la Coupe du Monde. Donc les défis sont nombreux, on est dans une logique cumulative. Mais à part la question du financement de l'État, il y a la question des parties prenantes dans ces programmes-là. Donc déjà, peut-on pour nos spectateurs identifier quelles sont les parties prenantes? Donc il y a les promoteurs. Alors il y a les promoteurs publics et privés. Les promoteurs publics, c'est d'abord Al-Omran. L'holding de l'Omran. Il y a aussi d'autres promoteurs institutionnels semi-publics, comme les filiales de la CDG, qui font aussi de l'immobilier.
Il y a les promoteurs privés, donc en majorité, mais il y a aussi les petits promoteurs. C'est-à-dire, il y a les grands promoteurs structurés, hein, on les connaît, dans certains d'entre eux sont déjà cotés en bourse, mais il y a aussi les petits promoteurs. Alors certains disent que c'est une bonne nouvelle pour les petits promoteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, parce qu'en général, ces projets sont aussi portés par des petits promoteurs, principalement dans les petites villes. Hein, on parle toujours des grandes villes, Rabat, Casa, Tanger, etc., Agadir, mais on oublie souvent que dans les petites villes, dans ces petits centres émergents, hein, qui viennent aujourd'hui ceinturer les grandes villes, beaucoup de petits promoteurs construisent des logements de ce type. Donc ça va non seulement rebooster le secteur, hein, qui était moribond depuis 2 ans, mais aussi donner de l'espoir à des centaines de milliers de Marocains qui n'avaient pas d'autre possibilité d'acquérir un logement plus que le logement social, hein, c'est-à-dire on cherche beaucoup plus la surface, hein, parce que dans les foyers marocains, vous n'avez pas simplement la famille, vous avez souvent les grands-parents, vous avez aussi de la fratrie, etc. Et le programme social jusqu'à présent, qui était aux alentours de 50-55 mètres carrés, c'était pas cela. Donc peut-être que vers les logements allant jusqu'à 700 000 dirhams, peut-être qu'on aura beaucoup plus de surface, hein, 60, 70, 80 mètres carrés. Et ça répond certainement à une demande, parce que les Marocains, de toutes les façons, adorent la surface. Oui, tout à fait. D'accord. Et le problème qui s'est toujours posé, et que j'ai toujours dénoncé dans l'immobilier au Maroc, c'est qu'il y avait une forte inadéquation entre les produits qui sont mis en vente et la réalité des besoins. Mais cette inadéquation, alors oui. Donc il fallait, on pouvait, jusqu'au milieu des années 80, hein, on fabriquait encore ce qu'on appelait le HBM, l'habitat bon marché. C'est-à-dire l'habitat était de 100 mètres carrés. C'était ça le social avant au Maroc. Mais bon, il n'y avait pas la même rareté du foncier. Et en 30 ans, il a diminué de 50%. Ce foncier, il est passé de 100 mètres carrés à 50 mètres. Bien sûr, le foncier a posé problème, mais il n'y a pas que. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que le foncier. Il y a aussi les intrants qui ont augmenté pratiquement de 300% sur 30 ans. Donc, on ne pouvait pas garder les mêmes structures de prix, les mêmes offres. Mais il fallait dans ce cas-là accompagner cette transformation du marché de l'immobilier en introduisant chaque 5 ans, chaque 10 ans, de grandes réformes. On ne l'a pas fait. Il fallait une réforme sur le foncier. Aujourd'hui, le foncier est principalement spéculatif. Et il ne correspond à aucune réalité économique. Aujourd'hui au Maroc, les gens vous disent, ce terrain, il y a 10 ans, il valait 300 dirhams, il passe tout de suite, au bout de 10 ans, à 2000 dirhams. Il n'est capé ni sur l'inflation, ni sur le coût de la vie, ni sur la réalité économique du lieu ou même du pays. Donc, il fallait vraiment encadrer le foncier. On l'a pas fait. D'accord ? On a introduit quelques mécanismes. À un certain moment, c'était le zonage au niveau de la conservation foncière, aux impôts, etc. Il y avait le barème. Le fameux barème, mais ce n'est pas des choses qui correspondent, encore une fois, à la réalité économique. Moi, j'ai toujours demandé à ce qu'on fasse un registre public de toutes les opérations immobilières au niveau de la conservation foncière, que les gens puissent consulter ce registre, comme ce qui se fait dans toutes les mairies en Europe. Quand vous voulez acheter un bien en Europe, notamment en France, vous vous dirigez directement au service du cadastre au niveau de la mairie, même pas au niveau de la conservation foncière. Vous avez un registre où vous avez le montant des transactions dans la rue, numéro par numéro, où vous pouvez faire vous-même le choix. Bien sûr, on ne divulgue pas l'identité des vendeurs, mais au moins vous avez l'information. Il fallait faire un encadrement, cela c'est possible de le faire, parce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, le travail excellent des notaires, des conservations foncières au Maroc, nous aurions pu faire une cartographie et permettre aux gens d'accéder à cette information, juste pour connaître les transactions rue par rue, quartier par quartier, ville par ville, et se faire par eux-mêmes le choix en matière d'acquisition. On a besoin d'outils scientifiques, d'accord, pour qu'il y ait une équité. Quand quelqu'un rend un verdict en matière d'imposition, qu'on dise qu'on s'est basé sur des études, sur ce registre du cadastre, etc. Ça aurait été intéressant. Vous savez, ce registre, il aura le mérite de quoi? Parce qu'il aura le mérite d'enlever le noir.
Oui, Parce ça, que c'est... les sous-déclarations, Ouais. parce qu'une fois qu'on va savoir que vous avez déclaré, par exemple, une vente à 1 million du dirham, vous ne pouvez pas dire, ah, il faut que vous me payiez plus que cela. Les gens vont vous dire, écoutez, nous avons un document officiel qui dit que le bien coûte 1 million de dirhams, je ne peux pas vous payer plus. Alors, c'est l'accès à l'information démocratique, qui permettra de combattre efficacement tous les dépassements et qui permettra aussi à l'administration d'avoir une meilleure appréciation, d'accord, Des prix, des prix et des prix réels. Oui, et ce qu'elle dit aussi à l'habitant, c'est-à-dire au consommateur, et que le consommateur ne va pas se retrouver dans une logique où il va se dire à chaque fois non, on me veut du mal, on veut absolument m'imposer plus qu'il de droit. C'est-à-dire un système équitable en matière de justice fiscale doit s'accompagner d'une transparence dans tout le processus, dans l'acte de bâtir, mais aussi dans l'acte de vente immobilière. En plus, Donc, ça peut être digitalisé, donc ça peut aller très vite. bien sûr, on est un des pays africains les plus digitalisés aujourd'hui. On digitalise un peu tout aujourd'hui au Maroc et on est en avance dans beaucoup de secteurs. Et ça serait bien, justement, de recouper. Ce qui permet la digitalisation, c'est de recouper l'information, d'accord, de la centraliser avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut non seulement connaître la véritable structure des prix économiques région par région, quartier par quartier, mais aussi connaître la nature de la demande, la nature de la surface demandée, la nature de l'occupation des ménages. Ce qui peut aider les promoteurs à produire en adéquation avec le besoin réel des gens. Et même l'État pour les programmes, les logements. D'ailleurs, le Haut Commissariat au plan produit tous les 10 ans le recensement, qui s'appelle le recensement général de l'habitat et des habitants. D'accord. Donc on recense tout. Donc c'est une formidable base de données. Si on la recoupe avec l'ensemble de l'information aujourd'hui, au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, dont c'est le rôle aujourd'hui, on peut centraliser cette information et la diffuser de manière publique. D'ailleurs, le prochain, c'est en 2024. Le dernier, c'est en 2014, donc c'est bientôt. Et ça permettra même aux banques de financer de manière vraiment intelligente, de manière ciblée, connaître les besoins des gens en matière de financement. Donc, c'est un mécanisme qui peut aider tout le monde. Et on peut, après, le diffuser à toutes les administrations. Ça peut vraiment aider beaucoup d'intervenants. D'accord. Alors, pour rester au niveau des promoteurs, avant de passer aux autres parties prenantes, pour beaucoup de Marocains, peut-être pas beaucoup, mais pour quelques Marocains, dans l'ancien programme, les promoteurs se seraient gavés. Pour d'autres, non, leur marge était assez raisonnable, etc. Bon, premièrement, qu'en était-il avant par rapport au logement social? Et aujourd'hui, certains disent à quelle sauce on va être mangé maintenant. Est-ce que le non-plafonnement, par exemple, de la superficie, avec cette logique de moins 300 000, avec subvention de l'État, est-ce que ça ne va pas se traduire par des cages à poules qu'on va nous proposer à moins de 300 000 dirhams? Sachant que le cahier de charge n'est pas encore clairement établi. Vous savez, j'ai été l'un des principaux intervenants il y a une vingtaine d'années sur la normalisation de tous ces cahiers de charges des promoteurs, etc., vu que j'avais participé à de grandes opérations de relogement, etc. Historiquement, si on revient, en 1964, on a le premier daïr sur le logement économique. C'est écrit scrupuleusement dans ce daïr que le logement économique ne peut pas être inférieur à 60 mètres carrés. 2 ans plus tard, en 1966, donc il va être dans le daïr royal de 1966, cette surface va être actée. Mais ce qui va arriver dans les années 2000 avec les problèmes et tout, donc on va se retrouver avec 1 million de logements en déficit. Donc on va se dire quel type de logement. Donc il va y avoir quelques opérations de relogement, dans celle d'Akraj dont on était occupé, 1500 ménages, etc. On leur a donné 60 mètres carrés. L'État s'est dit, non, on ne peut pas reconstruire en tant qu'État combler tout le déficit d'1 million, donc on va faire appel aux promoteurs immobiliers. Donc on fait appel aux promoteurs immobiliers. Mais il fallait un cadre incitatif pour que les gens puissent... Ça avait commencé en 1997 et petit à petit, jusqu'en 2002, on va mettre vraiment en place dans la loi de finances ces exonérations fiscales. Donc, il disait que si on construisait 2000 logements sur 5 ans, on était exonéré d'IS et de TVA, etc. Bien sûr, quand on donne une exonération fiscale, automatiquement, il y a un manque à gagner de l'État. Donc, l'État l'a estimé en 2017-2018, quand il avait commencé à réfléchir sur l'arrêt du programme social. C'était, je pense, Sirkja à l'époque qui avait dit qu'il y avait un manque à gagner de 40 milliards de dirhams d'impôts par an. Donc vous imaginez sur 20 ans ce que nous avons, principalement de la TVA, de la TVA, de l'IS, etc. Bien. Donc, mais jamais à aucun moment on s'est dit, dès le départ,
cette exonération fiscale qui devait être donnée aux promoteurs, sur quoi elle devait être capée. On s'est dit, vous vous rappelez, le programme de 200 000 logements, il avait commencé en 1995. Mais il ne va être mis vraiment en œuvre qu'en 2002-2003. Tout à fait. Bien. On s'est dit au départ, programme de 200 000, logement à 200 000. Or, le logement était produit dans les années 2000, moi je l'ai produit moi-même, à 90 000 dirhams. Logement de 60 mètres carrés. 90 000 dirhams. Très bien. Avec l'incidence foncière, avec les études, avec l'aménagement du terrain, ça nous revenait à 120 000 dirhams, à peu près. D'accord, très bien. Ce même logement a été pris comme base par les promoteurs, d'accord, a été vendu à 250 000 dirhams. Donc une marge de 200%. Très bien. Pendant les 5 premières années, c'était cela le prix. Puis il y a eu la fameuse augmentation des prix du pétrole, des intrants, etc. vers 2008-2009. Les prix ont augmenté. Bien. Mais sauf qu'au milieu de 2015, et puis en le logement ne coûtait pas plus en prix de revient avec le foncier, 150 000 dirhams. Et il était toujours revendu à 250 000 dirhams. Il y a quand même une marge est toujours très confortable. Très bien. Après, les promoteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est pas suffisant, etc. Et il faut nous donner encore de l'exonération, etc. C'est là où il y a eu une réduction de la TVA de 40 000 dirhams, ce qui fait que le logement était produit aux alentours de 150-180 000 dirhams, mais était vendu à 290 000 dirhams, c'est-à-dire 250 000 dirhams du prix, plus les 40 000 dirhams d'exonération de TVA qui étaient donnés à l'acquéreur. Donc, ce qui fait que, effectivement, ils se sont fait beaucoup d'argent. Du moins à cette époque-là. Moi, ça ne me dérange pas. Non, mais j'ai une question. Pourquoi ça ne me dérange pas? Pourquoi ça ne me dérange pas? Une objection, après je vous laisse terminer. Beaucoup de gens vous diront, moi je veux bien que l'État donne tout ça, mais cette marge-là aurait pu être répartie entre d'un côté une partie de la marge qui ira au promoteur, qui prend des risques, c'est un entrepreneur, et puis une autre qui se traduira par une plus grande superficie, par une meilleure qualité de construction. Oui, tout à fait. C'est là où il y a tout le savoir-faire politique autour des ministres qui ont rédigé ces conventions avec les promoteurs immobiliers. Moi, je n'aurais pas fait la même chose. D'accord? J'aurais d'abord diminué donné des exonérations, mais pas autant. En tout cas, conditionné. Conditionné d'abord sur la constitution d'un stock stratégique de logement au profit de l'État. Tout dépend effectivement de qui était dans les négociations, c'est-à-dire le ministre, c'est de la politique. Tout à fait. D'accord, c'est pas de la technique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme stratégie, qu'est-ce qu'on a comme problème. Nous avions un déficit d'1 million de logements, il fallait faire vite parce que sinon les gens allaient sortir dans la rue, parce que les gens n'habitaient pas au Maroc. Enfin, ils habitaient dans des conditions très précaires. Oui, bidonville, périurbain. Très bien. Donc, c'est dans cette négociation, moi, j'aurais pas fait la même chose. Si j'avais été aux affaires, j'aurais fait autrement. C'est-à-dire que j'aurais pas donné des exonérations avec autant de taux, une exonération totale, je ne l'aurais pas fait. Mais aussi, j'aurais exigé la constitution d'un stock stratégique en logement au profit de l'État, à prélever sur ces programmes réalisés par les promoteurs. Pourquoi le stock stratégique? Parce que justement, pour prévenir les problèmes en matière de précarité, nous avons beaucoup de gens qu'il faut reloger. Quand nous avons des séismes, des inondations, des calamités naturelles, on ne trouve pas où loger les gens. Aujourd'hui, les gens de la sont sous les tentes, etc. Si nous avions des stocks stratégiques accumulés depuis 20 ans, nous aurions eu au moins 100 000 logements en stock. Et nous aurions pu aussi, en tant qu'État, offrir aux fonctionnaires, aux gens qui travaillent pour l'État, des logements en location-accession, même au public aussi, aux gens qui veulent louer au lieu d'acheter, parce que, bon, aujourd'hui, nous avons 74% de Marocains qui sont propriétaires, mais si vous posez la question, les Marocains aimeraient aussi être locataires s'ils sont garantis dans la location, si effectivement ils peuvent avoir accès à la propriété au bout de 20-25 ans, dans des conditions de crédit raisonnables et dans des conditions d'accès au logement raisonnables. Donc, j'aurais fait cela. Mais à l'époque, nous étions pris dans l'urgence, etc. Je comprends qu'on l'ait fait. Et je comprends aussi que les promoteurs, vous dites qu'ils se soient gavés, moi ça ne me dérange pas. Moi ça ne me dérange pas qu'ils aient gagné de l'argent parce que cet argent a été investi dans l'économie marocaine. Tout à fait. D'accord? Ils ont quand même employé plus de 1,5 million de Marocains dans le secteur de l'immobilier. Ça a boosté tous
tout l'écosystème Oui. autour du logement, ça a fait travailler aussi les architectes. Il ne faut pas l'oublier, les ingénieurs, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle. Donc tout le monde y a trouvé son compte. Pas dans les mêmes conditions que les promoteurs, évidemment, parce que c'est eux qui ont gagné le plus. Mais toujours est-il, moi, je ne suis pas contre le fait que les gens gagnent de l'argent au Maroc. Et les gens doivent gagner de l'argent au Maroc. Parce qu'encore une fois, ce sont les gens qui gagnent de l'argent qui créent de la richesse. Oui, mais il y a gagné et gagné. Parce que si vous permettez, j'ai un exemple très concret. Vous pouvez avoir deux promoteurs qui faisaient, en l'occurrence, du logement social, avec les mêmes coûts, dans des zones similaires. Seulement l'un va faire un logement social de qualité, d'accord, en termes de matériaux, avec un ascenseur, avec etc. Il y en a aujourd'hui. Et un autre va faire un peu du n'importe quoi, quasiment du préfabriqué. Je veux dire, on entend les voisins parler, on entend tout. Tout à fait. C'est-à-dire que l'un, c'est un peu le qana'a, c'est-à-dire il a gagné de l'argent. C'est normal, c'est légitime, c'est un entrepreneur. Mais il n'a pas tout gagné, tandis que l'autre a décidé de taper sur la marge le maximum possible au détriment de la qualité des matériaux et au détriment du confort des futurs acquéreurs. Ça, si vous parlez des gens qui sont un petit peu malhonnêtes. Hein, oui, mais il y en a, quand on voit sur Internet, notamment des témoignages... Ça existe dans tous les métiers, d'accord. La promotion immobilière, ça existe aussi ce genre de pratique, malheureusement. Ça fait très longtemps que j'attends, que je demande et que j'attends qu'il y ait une traçabilité des intervenants dans l'acte de bâtir, dans le bâtiment, à commencer par les promoteurs, une carte professionnelle, qu'on sache qui fait quoi. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir promoteur. Voilà, tout à fait. Pas professionnalisé. Et en cas de problème, on se souvient des scandales, des spoliations, etc. Les gens se retrouvent sans rien. Je pense qu'il faut un fonds de garantie contre les spoliations, qui soit financé par les promoteurs eux-mêmes, qui prennent leurs responsabilités. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas accepter quelqu'un dans sa corporation et dire demain, sans laver les mains, s'il y a demain un problème. Non. Et pas simplement cela, aussi chez les constructeurs, chez aussi les autres intervenants, les plombiers, les électriciens, etc. N'importe qui aujourd'hui qui est un portable peut se prévaloir d'être plombier. Qu'est-ce qu'il a comme diplôme? Qu'est-ce qu'il a fait comme formation? Il y a aussi un travail avec l'OFPPT à faire derrière pour le suivi dans la technicité. Aujourd'hui même, chez les maçons, on n'a plus de maçons, on n'a plus d'ouvriers qualifiés. Donc il y a un travail aussi de formation à faire et surtout de traçabilité, parce que la traçabilité, beaucoup de gens ne l'aiment pas, parce qu'il y a la fiscalité derrière. Et je suis désolé, quelqu'un qui travaille aujourd'hui sur un chantier, qui gagne de l'argent, doit aussi payer des impôts, doit aussi contribuer à la solidarité nationale. Donc, il faut régulariser, normaliser, normer, en fait, tout le secteur, parce que en 20 ans, nous avons aujourd'hui pu fabriquer un écosystème extraordinaire en matière du bâtiment. Hein. On construit aujourd'hui tout avec les entreprises marocaines, et heureusement, avec la maîtrise d'œuvre aussi, ingénieurs, architectes, bureaux d'études marocains. Nous avons appris beaucoup en 20 ans, beaucoup de techniques, beaucoup de choses. Nous nous sommes améliorés. Je pense que c'est le moment de normer tout cela et d'encadrer pour le bien des acquéreurs, d'accord, et du public, parce qu'encore une fois... Et des promoteurs honnêtes. Oui, parce qu'encore une fois, il faut protéger aussi les gens qui travaillent honnêtement contre des malfrats, hein, entre parenthèses, qui viennent polluer le terrain. Et porter atteinte à la crédibilité de tout le secteur. Voilà, et tout à fait. Et après, on se retrouve avec des jugements hâtifs sur plein d'intervenants, alors que énormément de gens, la majorité, hein, plus 90% des gens, travaillent honnêtement dans ce secteur. Et il faut les appuyer et il faut les aider. Il faut les aider à pouvoir continuer leur activité, d'accord, à pouvoir gagner aussi de l'argent. Tant mieux, parce que cet argent, ils vont l'investir aussi dans l'économie marocaine. Voilà, donc il faut de la traçabilité pour plus d'efficience et plus de qualité. Donc traçabilité, normativité, professionnalisation du métier de promoteur, parce que ça ne sera pas la porte ouverte à quiconque. Alors maintenant, on a parlé de l'ancien programme, effectivement, vous rappeliez le prix, le coût de construction qui était de 120 000, puis qui est passé à 150 000 et qu'on vendait dans les deux cas à 250 000. Donc il y a eu un âge d'or du logement social pour les promoteurs. Alors, dans le cadre du nouveau programme d'aide au logement, quelle va être la situation des promoteurs? Est-ce qu'elle va être la même pour les petits que pour les grands? J'ai l'impression qu'ils sont tous contents. Ont-ils raison d'être contents? Écoutez, toute aide venant de l'État, que ce soit vers les promoteurs ou vers les acquéreurs, est une bonne chose
pour l'écosystème et pour le marché de l'immobilier. Ça va permettre de rebooster le marché de l'immobilier, de le relancer de manière positive. Et c'est tant mieux. Si en plus de cela, on peut créer d'autres mécanismes. Moi, je parle souvent sur l'élaboration de plans d'aménagement 2.0, par exemple, sur la requalification de beaucoup de quartiers dans les grandes villes, c'est-à-dire donner plus de hauteur, libérer les sols pour faire plus de parcs, pour faire plus d'équipements, vendre même l'air, au-delà, comme on fait à New York, par exemple, au-delà d'une certaine hauteur, qui est la taille normale de la ville. Au Maroc, c'est à peu près R+3, R+4. Permettre aux gens d'aller jusqu'à R+10, R+20, R+50, mais au-delà de cette hauteur normale de R+3, on vend les droits de construire, justement. Et les promoteurs, d'ailleurs, il y a une bourse aujourd'hui des droits de construire. Des gens qui ne construisent pas vendent leurs droits à d'autres. Toujours est-il que la skyline générale est la même et ça permet aux gens aujourd'hui d'habiter. New York aujourd'hui est une ville qui continue à être habitée intramuros. Avec un parc énorme. Exactement, d'année en année, sans qu'il y ait de problème dans tout le... Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait au Maroc? On fige les choses, nos villes sont naines, hein? On ne permet pas la hauteur ponctuelle dans certains quartiers, hein, comme à Casablanca, CFC, on ne comprend pas pourquoi ces immeubles sont en R+14, R+20, et à côté, ils sont en R+3. Je pense qu'il faut une équité urbaine, une justice urbaine envers tout le monde, d'accord? L'urbanisme doit être d'abord dynamique, ne doit pas être statique. Il faut lui permettre de vivre, de s'exprimer, parce que la ville, elle doit tout le temps être en évolution. Le Casablanca d'il y a un siècle n'est pas le Casablanca de 2023. La même chose sur Rabat, la même chose sur Agadir, Marrakech, Tanger. Donc il faut permettre aux gens de continuer à vivre dans leur ville, parce que qu'est-ce que nous remarquons dans certaines villes comme Rabat, c'est la seule ville au Maroc, enfin, et c'est dramatique, qui a pris un chemin vertueux. Qui perd ses habitants. Mais bizarrement, en même temps, l'urbanisme de Rabat est extraordinaire. Elle a perdu 100 000 habitants, disons, de 2004 à 2014. Elle va encore en perdre. Les gens arrivent dans les mêmes taux d'accroissement dans la ville, mais ils ne peuvent plus habiter, les personnes adultes. Donc ils partent dans les périphéries, à Salé, à Temara, à Dora, voilà, à Enatek, etc. Donc la ville de Rabat devient, malheureusement, vous aimez la voir, oui, on la voit de loin. Enfin, de loin, moi j'y habite depuis 45 ans. Je dis qu'aujourd'hui, Rabat est une ville qui se dépeuple de ses pauvres, notamment qu'on jette aux périphéries. Et même de ces riches qui vont dans la périphérie. Aussi, dont les enfants ne peuvent plus habiter dans les mêmes villas que leurs parents, dans les Suisses, etc. Ils sont obligés de partir dans les périphéries. Et Rabat, malheureusement, devient un ghetto pour riches. Alors que nous pouvons requalifier certains quartiers, notamment à Yaqub el-Mansour, notamment à Riyad, notamment à Lagdal, etc., pour permettre plus de hauteur, pour permettre aux habitants de la capitale de pouvoir profiter de leur ville. Encore une fois, vous ne pouvez pas naître ou vivre dans une ville et vos enfants n'ont pas le droit d'y vivre parce que la spéculation immobilière ou la rareté du foncier les oblige à aller vers les périphéries. Ben là, on y vient, la rareté du foncier. Alors, qui est responsable de la rareté? Parce qu'on a parlé des promoteurs, mais il n'y a pas que les promoteurs. Il y a également l'État avec différents ministères, différentes structures qui donnent des autorisations, qui libèrent le domaine public des fois au profit du privé. Alors, qui est responsable de cette rareté? Pas en termes de coupable, mais je veux dire, qui pourrait débloquer, qui a les leviers pour débloquer cette question? Vous savez, aussi paradoxal qu'on puisse le penser, il n'y a pas de rareté du foncier. Le foncier, disponible, je parle. Même le foncier est disponible, il n'est pas ouvert à l'urbanisation. Il est là. Oui. D'accord. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on joue sur les éléments normatifs, comme les plans d'aménagement, pour limiter les extensions urbaines. D'un côté, c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas avoir non plus un étalement urbain sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Mais en même temps, quand on interdit la hauteur, justement, bah forcément, on est horizontal. C'est là où je vous dis qu'il doit y avoir de l'inventivité qui malheureusement n'existe plus en urbanisme. On l'avait il y a 30 ans, il y a 40 ans, elle n'existe plus. C'est aussi le fait que nous avons au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme beaucoup plus des politiciens que des techniciens. Hein. Le jour où on aura en même temps un architecte et en même temps un politique, je pense qu'on pourrait avoir une vision. Parce que ces ministres, depuis une vingtaine d'années, n'ont pas de vision stratégique sur l'avenir des villes.
Or, comme je vous ai dit, l'urbanisme est quelque chose qui doit être dynamique. Donc, une ville doit renaître d'elle-même. Elle peut très bien s'auto-absorber, absorber même les convergences des migrations vers elle quand on lui donne les outils d'un urbanisme souple, d'un urbanisme dynamique, et d'un urbanisme intelligent aussi. Donc, il faut laisser aux architectes et aux urbanistes la capacité de s'exprimer dans une ville. Aujourd'hui, on ne leur donne pas cette capacité. Au Maroc, on ne leur permet pas de l'inventivité. D'accord? Et l'État lui-même, ne donnant pas acte à cette inventivité, ce qui fait que tout l'urbanisme stagne. Et nous avons aujourd'hui ces villes moches, que nous voyons, avec un urbanisme moche, avec une architecture moche, d'accord? Donc il n'y a ni invention, ni stratégie à long terme, et nous stagnons. Des fois même des aberrations, des immeubles en verre dans un pays chaud, voilà. Qui fait qu'on a besoin de la clim après. Tout à fait, tout à fait. Et pourtant, si nous prenions un peu, c'est-à-dire des leçons sur l'architecture vernaculaire du Sud, avec ses murs épais, en terre, en pisé, etc. Adaptés au climat. Voilà, les maisons anciennes de Fès, de Rabat, etc., avec ces épaisseurs de pierre extraordinaires où il fait bon vivre, il fait ni trop chaud, ni trop froid. Dans notre propre civilisation, on a des enseignements à prendre, mais nous ne les transmettons même pas, c'est pas même plus, mais même pas dans les écoles d'architecture. Aujourd'hui, on n'enseigne pas l'artisanat dans les écoles d'architecture. On n'enseigne même pas le patrimoine dans les écoles d'architecture. Alors, comment voulez-vous qu'un architecte qui sorte d'une école marocaine puisse demain s'occuper d'une médina en ruine ou qu'il puisse restaurer, qu'il puisse même restaurer aujourd'hui la fameuse mosquée de Tinmel qui vient de s'effondrer. Nous n'avons pas les techniciens aujourd'hui, les hommes de l'art et les femmes de l'art capables de le faire par manque justement de vision au département de l'habitat et de l'urbanisme, de gens capables de dire on doit enseigner cette civilisation marocaine en matière d'architecture, en matière d'urbanisme. Et quand même, le meilleur système urbain équitable a été inventé en terre marocaine, en terre arabe, c'est la Médina. D'accord? Pourquoi on ne fait plus de nouvelles médinas, on ne fait qu'aujourd'hui que du quartier européen, d'accord? Avec de l'architecture carré, etc., moche, à foison. Non. En plus, on ne fait même plus d'ordonnancement architectural dans les villes, alors qu'avant, on le faisait. On a même supprimé les commissions d'esthétique dans les agences urbaines. On pouvait remettre en cause l'esthétique d'un bâtiment produit par un architecte. On pouvait avoir un canon esthétique par ville, Alors, jusqu'où on va aller comme ça? On va continuer à importer ce qui se fait en Europe. Vous avez parlé à juste titre tout à l'heure de baies vitrées, de murs rideaux en vitrail dans un pays très chaud, où le Maroc prend des grands engagements internationaux pour la limitation de l'empreinte carbone, mais là, on l'a fait exploser avec ce type d'architecture. Je pense qu'il y a un travail global. Ça mériterait un autre épisode parce que c'est effectivement un sujet passionnant, notamment par rapport au Médina et à la dimension démocratique de la Médina. On aimerait bien vous entendre prochainement par rapport à cela. Mais pour revenir au nouveau programme de logement, du logement, d'aide directe au logement, donc on avait dit qu'il y a les promoteurs et puis il y a également le ministère de l'Habitat par rapport à la question du foncier. À part le ministère de l'Habitat, quelle autre partie prenante? Il y a le ministère de l'Intérieur également, j'imagine. Il y a qui d'autre qui intervient là-dedans? C'est-à-dire, quelles sont les parties prenantes qui doivent travailler intelligemment et en harmonie pour faire réussir ce nouveau programme? Vous n'avez pas 36 intervenants. Vous avez le ministère de l'Intérieur, donc à travers les agents d'autorité, etc. Enfin, donc, ils donnent les autorisations, en partie... ce sont les maires qui donnent les autorisations, mais bien sûr sous l'égide des Wali, parce que c'est aujourd'hui dans la réalité, ce sont les Wali qui autorisent aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. La démocratie locale est morte et enterrée depuis quelques années déjà. Donc c'est le ministère de l'Intérieur qui chapeaute au fait les autorisations et en même temps le contrôle. Vous avez aussi le département de l'habitat et de l'urbanisme à travers les agences urbaines. Oui. Et là, il y en aura 12 dans le nouveau programme. Voilà les nouvelles agences, régionales, mais dans les 2 prochaines années, les agences urbaines actuelles vont continuer quand même à travailler, le temps de mettre en œuvre les agences régionales, leur donner les prérogatives, sortir les DAER, les décrets, etc. Bon. Mais le schéma actuel va continuer. Et puis, bien sûr, il y a les mairies. Donc, il y a 3 intervenants. Bien sûr, il y a la conservation foncière, donc les notaires dont vous avez parlé tout à l'heure, etc. Toujours est-il que c'est un programme qui est très intéressant.
qui vient à point nommé pour relancer le secteur. Il faut l'appuyer. C'est une excellente initiative. Et vous voyez que, en tant que politicien, en tant que membre du Conseil national du mouvement populaire, hein, je ne dénigre pas le gouvernement, bien au contraire, j'applaudis. Donc l'idée est bonne, Quand il y a de bonnes idées, j'applaudis. Mais aussi, je demande aussi à la ministre, Mme Fatima Zahra Mansouri, de s'entourer aussi avec des gens qui ont l'expérience dans le domaine. Ne serait-ce que de faire appel aux anciens du ministère, aux architectes avec de l'expérience, etc. Il y a des gens qui peuvent aider. Nous sommes là dans un moment, depuis début septembre, nous sommes dans un moment de solidarité nationale avec les problèmes du house, etc. Puis aujourd'hui, avec ce programme, nous avons besoin des efforts de tout le monde, d'accord, de l'intelligence de tout le monde, quelque chose qui transcende les partis, qui transcende les clivages politiques. Nous sommes là pour travailler pour le bien de notre pays, le Maroc, et pour les Marocains, au-delà de tout clivage politique. Tout à fait. Donc maintenant, une avant-dernière question. On a parlé du logement social, puis au moins de 300 000 dirhams qui vont être le nouveau format du logement social. On a parlé également des classes moyennes. Alors, le chiffre qui a été avancé, c'est-à-dire entre 300 000 et 700 000 dirhams, est-ce qu'on parle d'une fourchette de prix réaliste pour la classe moyenne, notamment dans les grandes villes, où effectivement, on peut difficilement trouver des biens dans cette fourchette-là? Encore une fois, c'est le problème du rapport entre la subvention du logement et la surface habitée. C'est là le problème. On peut avoir des 30 mètres carrés à 300 000 dirhams, comme à 700 000 dirhams à Casablanca. Est-ce que ça correspond? Je ne sais pas. C'est pour cela que on attend les détails du cahier des charges. Donc il se pourrait que dans le cahier de charges, ça soit corrélé à la surface? Ça serait bien. Mais ça va être compliqué. Je veux dire, comment obliger un promoteur à construire à Casablanca un bien de 100 mètres carrés qu'il devra vendre à 600 000 dirhams? Jusqu'à présent, il construisait bien des 50 mètres carrés qu'il vendait à 250 millions, enfin 290 000 dirhams. Donc ils peuvent très bien le produire. Oui, mais dans l'extrême périphérie de la ville... Non, pas forcément. Il y avait dans les quartiers un peu, proches du centre-ville, il y avait du logement social à Casablanca. À Casablanca, le logement social a été fait un peu partout, hein, dans tous les quartiers, à part enfin bien sûr CIL, etc. Mais là où il y avait un foncier intéressant, le logement social. Je pense que ça c'est... Vous savez, si on n'avait pas arrêté le programme du logement social en 2021, qu'est-ce qui serait passé? On aurait continué. Oui. On l'a arrêté, comme par hasard, maintenant il serait difficile. Enfin, c'est ce que disent certains promoteurs. Non, mais moi je parle de la classe moyenne. On a parlé de la tranche des moins 300 000 dirhams, mais aujourd'hui, moi ce que je crains, sur les classes moyennes, si jamais le cahier de charge n'est pas à la hauteur de la vision royale, en réalité, et puis on peut se retrouver dans un schéma d'inéquité ou d'inégalité territoriale. C'est-à-dire où l'individu de la classe moyenne dans une petite ville pourra profiter de 120 mètres carrés à 700 000 dirhams, et celui de Casa devra habiter dans 30 mètres carrés, alors qu'ils appartiennent à la même classe moyenne. Vous savez ce qui se passait il y a 30 ans dans le marché de l'immobilier au Maroc? Il y avait du logement pour les classes moyennes à foison. Oui. Vous aviez des logements 300 000, 500 000, 600 000. Parlait de quelle période? Des années 80 jusqu'au milieu des années 90. En même temps, le crédit coûtait très cher. Très bien. Mais les gens ont trouvé ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu ce programme des 250 000 logements. Les gens des classes moyennes, d'ailleurs, c'est les promoteurs qui ont migré vers ce programme parce qu'il y avait des exonérations. Donc, ils n'offraient plus de logements classe moyenne. Et les classes moyennes elles-mêmes ont migré vers le logement social. Donc, elles ont baissé de niveau social, un déclassement social. Dangereux d'ailleurs. Tout à fait. Parce que dans toute nation, il faut absolument avoir la classe moyenne parce que c'est elle qui travaille, et c'est elle qui produit, et c'est elle qui trime. Et qui paie les impôts. Voilà. Principalement. En majorité. L'IR, on ne peut pas échapper. Tout à fait. Retenue à la source. Tout à fait. Donc ces populations ont migré vers le programme de logement social. Qu'est-ce qui s'est trouvé après? On a trouvé que deux types d'opérateurs. Opérateurs qui font le social parce qu'il est exonéré, et des opérateurs qui faisaient du très haut standing. Oui. Donc, alors, nous avions des structures de prix qui passaient de 6 000 dirhams le mètre à 20 000 dirhams le mètre ou 15 000 dirhams le mètre. Et entre les deux, du 8 000 dirhams, 9 000 dirhams, 10 000 dirhams, où les gens étaient habitués dans les classes moyennes à acheter à ce prix, on ne trouvait plus de produits. Donc, et là, le problème qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, tiens, on se souvient qu'il y a une classe moyenne. Et on va se dire, on va leur donner des exonérations jusqu'à 700 000. Or, 700 000 dirhams, c'était le prix d'un logement de moyen standing il y a 30 ans. Il n'existe plus aujourd'hui. Ouais.
C'est-à-dire, vous pourrez le Que dans les trouver, grandes villes, on ne trouve plus. vous le trouverez dans un petit centre, Oui, périphérique, à 2 heures, 3 heures de route de Casablanca ou des grandes villes, mais pas dans les grandes villes intramuros. Ou beaucoup plus, et aujourd'hui, c'est un social amélioré. tout à fait. C'est qu'un logement de moyen standing. Parce qu'à Casa, pour être objectif, après, je ne connais pas Donc toutes les c'est villes ça du le Maroc, problème. c'est du 14 000 dirhams C'est le ce mètre que je carré dis pour la encore classe une moyenne. fois aujourd'hui. C'est ça le problème des politiciens quand ils sont au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et qui ne sont pas accompagnés par des techniciens, par des gens qui connaissent le milieu. Parce qu'ils ne connaissent pas le marché. Et si au moins la ministre faisait appel à des experts, et il en existe pas mal dans le marché, nous avons beaucoup de sociétés qui travaillent dans ce secteur, qui produisent aussi des fiches d'information, enfin des rapports d'information, statistiques aussi, de la data, elle aurait pu mieux cerner la réalité du marché. Et peut-être pondérer l'aide Voilà. directe par région. Exactement. Et quand on habite à l'Alaï, je ne sais pas quand on habite à Casa. Cibler d'ailleurs, faire une cartographie. Moi, je serais beaucoup plus pour une cartographie ciblée des aides par rapport au Maroc, aux régions marocaines, parce que déjà les revenus ne sont pas les mêmes. Oui, et les indices de prix ne sont les indices de prix ne sont pas les mêmes, l'activité économique n'est pas la même. Et ça aurait été beaucoup plus efficient que de dire aujourd'hui, c'est une aide universelle. Oui, peu importe le quartier, la région. Peu importe le quartier, peu importe la ville, peu importe la région. On va privilégier des régions par rapport à d'autres. Moi, j'aurais aimé qu'on donne beaucoup plus d'aide là où on manque justement de revenus. Et par rapport à d'autres régions qui sont beaucoup plus riches, diminuer l'aide. Pour qu'il y ait un équilibre général. Et même pour aider certaines régions à devenir attractives. C'est ça, encore une fois, le problème de ce type de programme qui est fait un peu dans l'urgence. Il faut prendre son temps quand on veut sortir des programmes, vraiment avoir une cartographie. Et la data existe. Elle existe au HCP, elle existe chez ces professionnels, elle existe un peu partout. Et aussi, il faut qu'il y ait derrière une vision. Pas simplement une vision sur 5 ans. C'est très bien d'ailleurs qu'elle soit sur 5 ans. Mais elle doit s'inscrire dans une vision plus grande. C'est des visions qui doivent être sur 20 ans, sur 25 ans. Parce qu'encore une fois, les gens ne vont pas s'arrêter de croître, la démographie ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans, dans 50 ans? Et avec la sécheresse, il y a l'exode rural qui va redémarrer. Nos villes, à quoi vont-elles ressembler dans 10 ans, dans 20 ans? Il faut le faire rapidement parce que nous sommes toujours rattrapés depuis 70 ans par la démographie, qui est une épée de Damoclès, qui nous crée toujours des problèmes au Maroc parce qu'on ne la gère pas assez. Avec intelligence, elle finit tous les 10-15 ans à nous causer des problèmes en matière d'urbanisme, que ce soit en migration des campagnes vers les villes, que ce soit même dans l'arrêt du dynamisme des villes, justement par forte densité et par absence de territoire d'expansion. Tout à fait. Donc voilà, donc il faut avoir une vision long-termiste au Maroc et surtout s'entourer de gens pour réfléchir avec la ministre actuelle pour avoir une vision sur les 20, 25 ou 30 prochaines années. Parce que le temps politique n'est pas le temps urbain, n'est pas le temps économique. Et rappelons qu'il n'est pas trop tard et qu'il est toujours temps. Il n'est pas trop tard. Nous avions, une nouvelle vision, vous savez, il y a 20 ans, avec le gouvernement socialiste de l'époque, nous étions tout un groupe de professionnels, de différentes sensibilités politiques. Il y avait des discussions, justement, les grandes stratégies sur les zones d'urbanisation nouvelles, sur les fonds de garantie. Tout cela, nous l'avons inventé il y a 20 ans. Parce que le ministre de l'époque avait accepté cette diversité d'opinions, il avait ramassé l'ensemble de ces idées et on en a fait une stratégie qui aujourd'hui, 20 ans plus tard, est toujours là. Les villes sans bidonville ont été créées en 2000. Et pas à l'arrivée de M. Hajjara. Donc M. Hajjara n'a fait que mettre en exergue ce qui a été décidé par le gouvernement socialiste. Mais c'est en urbanisme, il ne faut pas être partisan. Il faut transcender les clivages politiques parce que c'est une réflexion qui engage tous les Marocains et l'avenir de tous les Marocains. Tout à fait, il n'y a pas de maison de gauche ou de maison de droite. Exactement. C'est une maison qui doit correspondre à un besoin objectif. Et en urbanisme, il n'y a pas d'idée de gauche et d'idée de droite. Il n'y a que des idées structurées, des idées intelligentes et aussi des idées qui permettent de donner de l'espoir aux habitants, aux citoyens d'un pays. Tout à fait. Rachid Boufos, merci infiniment et j'espère vous revoir prochainement pour aborder d'autres sujets. Malheureusement, le temps qui nous est imparti ne suffit pas d'explorer
ces sujets-là. Alors j'invite les gens à vous suivre sur les réseaux, parce que Merci. vous nous gratifiez régulièrement de textes C'est ça, souvent drôles mais piquants, parce que voilà, vous mettez le doigt là où ça fait mal. Et j'espère vous revoir prochainement. Merci, Je Sarah. remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.